Un classique, un parcours assez classique. Je suis marocain, je suis né à Casablanca, j'ai fait mon lycée là-bas, mes études, et je suis parti en France pour compléter mon parcours universitaire. Donc j'ai fait 3 ans de licence à la Sorbonne en histoire et en sciences politiques, et aujourd'hui je complète mon parcours avec du droit international. Et à côté de ça, donc je suis engagé pour les océans à travers une initiative que je porte qui s'appelle Deep Blue. Et Deep Blue, c'est une association qui doit servir de double passerelle. Une passerelle entre les jeunes et les décideurs, parce qu'il faut que les jeunes puissent parler de leur vision de l'avenir des océans auprès de ceux qui prennent les décisions, et puis une passerelle qui doit servir aussi aux experts, aux universitaires, aux savants, aux sachants, leur permettre de parler aux jeunes. Moi, je pense que la jeunesse, c'est la relève. Et cette relève, aujourd'hui, si elle n'est pas informée, si elle n'est pas sensibilisée aux enjeux de nos océans, eh bien, je pense qu'on a du souci à se faire. Donc voilà très brièvement la philosophie de Deep Blue. Et donc nous, on mène des actions très concrètes qui vont de la sensibilisation des jeunes, c'est-à-dire des lycéens, en France, au Maroc, au Venezuela, au Costa Rica, au Liban. On a mené plusieurs actions partout. Et à côté de ça, on a des choses un peu plus institutionnelles, c'est-à-dire qu'on parle aux décideurs politiques, à l'échelle internationale, notamment avec cette conférence des Nations Unies qui arrive en juin 2025 en France et qui doit rassembler tous les décideurs politiques du monde de la mer. Et là-dessus, le Maroc s'inscrit en champion et en leader avec le port de Tanger Med, avec d'autres initiatives comme le Blue Summit qui a eu lieu à Tanger très récemment. Et donc, servir de passerelle entre tous ces sujets. Il y a donc deux questions effectivement dans celle-ci. La première, c'est celle des routes maritimes. La réalité, et on parlera ensuite, je l'espère, des questions écologiques dont vous avez parlé au début, mais pour être très concret, il y a un enjeu de géopolitique et un enjeu économique là-dedans. L'enjeu géopolitique sur les routes maritimes, il est immense. D'abord, évidemment, la fonte des glaces provoque une opportunité pour les grands armateurs, ce qu'on appelle le shipping. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80 à 90% de tout ce qu'on consomme et de tout ce qu'on utilise arrive par voie maritime. C'est-à-dire que le porte-conteneur, c'est aujourd'hui la solution la plus optimale et c'est la solution qui fonctionne le mieux pour se faire acheminer ces produits. Ça va de l'iPhone, le téléphone, à la tomate, le haut textile. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la première source et acheminement logistique. Donc il y a ce sujet-là qui est très important et donc toutes les puissances commerciales, elles cherchent à optimiser ce coût. Et donc comment est-ce qu'on optimise ce coût? Eh bien à ce moment-là, il va falloir investir sur des routes. La Chine, dont vous avez parlé, est aujourd'hui, je crois, un cas d'école sur cette question des routes maritimes, puisqu'elle investit dans ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Alors les nouvelles routes de la soie, c'est quoi? Et on fait référence évidemment aux routes de la soie traditionnelles qui étaient employées par l'Empire chinois à l'époque. Eh bien les nouvelles routes de la soie, c'est toute une politique que développe la Chine pour pouvoir acheminer plus facilement, plus aisément ce qu'elle produit. Et ça passe par les voies maritimes. Et donc, pour transmettre, pour pouvoir acheminer des produits par la voie maritime, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des porte-conteneurs, on en a parlé, qui sont d'ailleurs de moins en moins polluants parce qu'il y a cet enjeu aussi écologique. Et puis, il faut des ports. Et donc la Chine va investir notamment dans la construction de certains ports en Afrique. Il y a des enjeux, par exemple, tout est en réalité géopolitique là-dessus. Quand on voit par exemple la situation du détroit d'Ormuz dont vous avez parlé, le détroit d'Ormuz aujourd'hui c'est un détroit qui, en raison du conflit au Yémen, est un détroit qui est compromis. Donc il y a beaucoup de piraterie au nord de l'Érythrée. Et donc la réalité c'est qu'il y a beaucoup de navires qui sont ou pris en otage ou déviés de ce détroit. Et c'est là toute l'ingénierie qui se met en place de la part de ces États, de ces puissances, qui est d'installer des ports sur toute cette route. Le port le plus incontournable, évidemment, de l'Atlantique Nord, c'est le port de Tanger Med, qui joue un rôle crucial, d'autant plus avec ce détournement vis-à-vis du détroit d'Ormuz. Et puis vous avez parlé des ressources sous-marines. Il y a plusieurs types de ressources sous-marines. Moi, je pense qu'une une des plus méconnues et pourtant des plus importantes, puisque c'est un enjeu de souveraineté, c'est les télécommunications. Aujourd'hui, les câbles sous-marins représentent
un enjeu géopolitique et économique majeur. Il faut savoir que nos télécommunications, Internet, la 4G, la 5G, la fibre optique, tout passe par des câbles sous-marins. Et ces câbles sous-marins, ils sont entre 400 et 500. Ils relient l'Atlantique à l'Europe, les Amériques à l'Europe, l'Asie à l'Amérique. Et donc, il suffit d'en couper un pour ralentir tout le débit mondial. Et c'est un vrai enjeu de souveraineté. Et puis, il y a tant d'autres types de ressources maritimes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît que 700 mètres de profondeur sous l'océan. 700 mètres, c'est rien du tout quand on sait que l'océan peut aller jusqu'à 17 000 mètres. Donc on le connaît très peu et peut-être que demain on va découvrir qu'il y a des minerais, des minéraux exploitables, des choses qui peuvent être utilisées dans certaines industries fines. Donc c'est tout un univers qui est encore à explorer. L'économie bleue, qui est à mon sens extrêmement importante. Il faut comprendre que, donc, je vous ai parlé de l'attrait commercial, qui est celui de l'acheminement, la logistique. Mais la mer, c'est aussi beaucoup de ressources dont on a parlé. C'est beaucoup de ports, c'est beaucoup d'investissements. Pour vous donner un exemple très concret, on peut sectoriser ce secteur de l'industrie maritime. Il y a la pêche. La pêche est essentielle. Pour un pays comme le Maroc, la pêche est d'autant plus essentielle qu'elle représente un certain nombre d'emplois, qui est un nombre très important au Maroc, notamment sur toute la côte saharienne marocaine, donc le Sahara marocain, qui aujourd'hui a un vrai enjeu d'exploitation du thon, des huîtres, ce qu'on appelle les ressources halieutiques, qui sont en réalité toutes les ressources qui existent en mer. À côté de ça, il y a l'exploitation de ces minéraux rares dont je vous ai parlé. Et je crois qu'il faut sortir de cette industrie maritime classique, la construction de bateaux, il y a des fleurons de tout ça, les gros bateaux de guerre, les navires, comme des groupes comme Naval Group, les chantiers de Saint-Nazaire qui font ça très bien. Moi je crois que c'est important évidemment d'avoir cet investissement économique-là, mais je pense qu'il faut sortir du classique et comprendre que la mer, c'est aussi des opportunités d'innovation. Évidemment, nous, le Maroc, on se positionne comme un leader des énergies vertes et renouvelables. Eh bien, la mer, aujourd'hui, peut servir à produire ces énergies vertes et renouvelables, notamment avec les éoliennes offshore. C'est-à-dire qu'on peut installer des plateaux d'éoliennes offshore dans des zones venteuses, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Atlantique, pour produire de l'électricité qui soit de l'électricité verte. Et à côté de ça, on peut envisager, par exemple, d'avoir toute une économie qui soit une économie durable. Je pense que la durabilité est une notion essentielle en économie. La réalité, c'est que les ressources maritimes sont des ressources qui sont finies, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas infinies, elles ont vocation à se terminer. Et si on ne sait pas les exploiter correctement, eh bien on se retrouve face à des défis considérables. Et ces défis considérables de l'exploitation du maritime, ils conduisent parfois à des enjeux géopolitiques très précis. Ce qu'on appelle notamment les ZEE, les zones économiques exclusives. Le Maroc a une ZEE très importante, de par son ouverture sur l'Atlantique, qui est peut-être une de nos forces par rapport à tous nos autres voisins du Maghreb, c'est qu'on a cette ouverture atlantique qui est immense, on n'est pas enclavé à la Méditerranée. Et donc ça fait qu'on a une zone d'exploitation qui nous est propre et qu'on peut exploiter, qui est immense. Et ces ZEE, elles représentent des défis géopolitiques parce que certaines ZEE entre États se croisent et donc il y a des questions de souveraineté qui s'appliquent. Je vais vous raconter là-dessus une petite anecdote pour faire comprendre à vos auditeurs les sujets de géopolitique liés aux océans et aux mers, mais une anecdote très drôle. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jazirat Leila, l'île du Persil, qui est un petit îlot minuscule qui est entre le Maroc et l'Espagne et qui appartient au Maroc. Sauf que dans les cartes civiles espagnoles, il appartient au Maroc, dans les cartes marocaines, il appartient au Maroc, mais dans les cartes militaires de l'Espagne, il faut croire que là-bas, quelqu'un de l'administration a dû se tromper au moment de faire les cartes. Et bien, dans leurs cartes administratives, ils pensaient que cet îlot leur appartenait. Et ce qui s'est passé, c'est que les Marocains, pour combattre évidemment le passage du narcotrafic sur le détroit, qui nous relie à l'Espagne évidemment, sur Gibraltar, eh ben, on s'est dit qu'on allait envoyer 6 forces auxiliaires sur cet îlot pour surveiller, voilà. Et les Espagnols,
à cause de ce malentendu. Ils ont vu 6 hommes marocains en tenue militaire sur l'îlot, ont pensé qu'on essayait d'occuper cet îlot. Et ça a donné lieu à un quiproquo extraordinaire puisque les Espagnols ont considéré que c'était un acte d'invasion. Donc les mecs sont partis jusqu'à armer un navire de guerre, envoyer des sous-marins militaires direction Tanger. Enfin, c'est parti sur l'escalade, quoi. Et comme toujours dans ces cas-là, c'est les Américains qui installent tout le monde autour d'une table pour dire vous allez sérieusement pas vous tirer dessus pour un îlot. Et les Espagnols ont fini par se rendre compte que c'est vraiment juste lié à une bêtise administrative. Mais c'est pour dire aux auditeurs qu'il y a parfois un flou en termes de droit international sur ces ZEE, sur qui a la souveraineté sur quoi. Et des exemples comme ça, il y en a tellement. Je pourrais vous raconter une guerre qui a failli avoir lieu entre la France et le Brésil pour l'exploitation du homard, de la langouste. Donc c'est vous dire, il y a tellement d'absurdités comme ça qui font qu'il y a un vrai enjeu à connaître et à former des experts sur ces sujets-là, pour éviter que demain on se fasse une guerre pour des huîtres. Ça va être difficile de vous répondre en 3 minutes. L'enjeu est tellement immense, je ne suis pas sûr que je pourrais vous donner les solutions qu'il faut ici. Mais ce qui est certain, c'est que d'abord, la première des postures, c'est la posture de la prise de conscience. Moi, mon sujet, c'est pas le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui en parlent déjà. Et je pense qu'on finit par conscientiser petit à petit ces enjeux-là. L'océan, évidemment, joue un rôle crucial dans le réchauffement climatique, puisque l'océan agit comme un puits de chaleur. Il réfléchit la lumière en provenance du soleil. Et donc... Mais ce sujet-là, les gens le connaissent suffisamment. Moi, ce sur quoi je veux alerter l'opinion publique, c'est d'abord peut-être la question de l'acidification des océans et la question des plastiques. Aujourd'hui, on produit plusieurs millions de tonnes de plastique annuellement et c'est 8 à 12 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent tous les ans sur les océans. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on jette une bouteille en plastique dans les rues de Casablanca, il faut attendre en moyenne 30 ans pour qu'elle se retrouve d'une façon ou d'une autre dans la mer. Mais elle se retrouvera d'une façon ou d'une autre dans la mer. Et il faut savoir qu'une bouteille en plastique, ou par exemple une carte de crédit qui est en plastique, il faut pour une carte de crédit 1000 ans pour se désintégrer complètement. Et quand ces choses-là se retrouvent dans les océans, ils se désintègrent progressivement, ils se transforment en micro, voire nanoplastiques. C'est des morceaux de plastique tellement microscopiques qui sont invisibles à l'œil nu, et à la fin, ces micro, voire nanoplastiques qui sont consommés par qui ? Par les poissons, que nous consommons ensuite derrière. Et donc, notre corps est bourré de nanoplastiques. Vous avez parlé de cette baleine qui avait 9 kilos de plastique dans son corps. Je ne sais pas combien de kilos on a de plastique en nous, mais on en a pas mal aussi. Il faudrait être capable de le quantifier aujourd'hui, mais nous ingérons du plastique en permanence. À côté de ça, il y a le sujet donc de l'acidification des océans qui fait qu'on a certains espaces dans les océans qui aujourd'hui sont sans oxygène. Et donc ça crée des zones sans vie dans l'océan. Et c'est un vrai sujet parce que le plancton, aujourd'hui, et le phytoplancton, c'est des choses qui sont absolument vitales pour tout l'écosystème marin. Donc je pense qu'il y a un enjeu là-dessus, et la première des choses, c'est la prise de conscience. Après, c'est aux politiques publiques, évidemment, de se saisir du sujet, et c'est à nous d'avoir une consommation qui soit une consommation plus respectueuse, c'est-à-dire que c'est à nous aussi d'appeler à avoir une production qui soit une production plus verte, et peut-être juste pour conclure, parler à vos auditeurs de ce qu'on appelle les gyres. C'est quoi une gyre ? Alors une gyre, c'est un tourbillon au milieu de l'océan. Vous savez, donc il y a des courants dans la mer. Et ces courants, eh bien, ils provoquent des espèces d'immenses tourbillons. Et aujourd'hui, ces tourbillons, ils aspirent du plastique, des kilos de plastique. Et donc on a des continents de plastique. C'est-à-dire des amas qui représentent, pour certains, le plus grand d'entre eux, je crois, représente 3 fois la taille du Maroc. 3 fois la taille du Maroc qui se baladent dans l'océan Indien et qui n'est composé que de plastique. Ça, pour moi, c'est un enjeu prioritaire. On a un 7e continent aujourd'hui qui est un continent de plastique et il faut absolument s'impliquer là-dessus. D'où aussi certaines initiatives comme la nôtre, qui est l'initiative de sensibiliser les décideurs et les jeunes, mais d'autres initiatives comme celle, vous avez eu la gentillesse de rappeler que je travaille pour la Fondation Jacques Rougerie, qui est une fondation qui, elle, promeut l'innovation architecturale et l'innovation scientifique sur ces sujets-là. Je pense à un projet qui va peut-être intéresser vos auditeurs, qui est un projet qui a été conçu par une architecte géniale qui s'appelle Lenka,
et qui a produit un bâtiment, un bateau, qui a imaginé un bateau qui soit capable aujourd'hui de se mouvoir dans les océans et d'aspirer ce plastique pour le transformer à l'intérieur du bateau. Et il y a plein d'initiatives comme celle-ci. Il y a évidemment l'iconique Sea Orbiter, qui est un projet absolument futuriste et en même temps très concret, qui est porté par l'architecte Jacques Rougerie. Et donc il y a tellement d'initiatives. Et ces initiatives, moi, mon objectif, c'est juste de les faire connaître. Voilà, d'en parler. Et je pense que le plus urgent, c'est d'en parler aux jeunes, parce que c'est eux qui demain potentiellement prendront les décisions qu'il faut prendre, et c'est eux qui demain potentiellement auront à faire des choix. Je pense qu'aujourd'hui, on est à l'époque du choix, et donc il faut absolument en parler, et absolument parler des océans à tous ces gens-là.